Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui qui est super importante. Une vidéo en fait qui aurait dû être la base de ma chaîne YouTube. Ou plutôt une vidéo qui aurait dû être la présentation de ma chaîne YouTube. Une vidéo concernant la difficulté que l'on a de se comprendre. Difficulté de compréhension de ce qu'une autre personne me dit et de ce que je dis à une autre personne. Ma chaîne YouTube, vous le savez, c'est un journal où j'exprime des pensées. J'exprime des pensées, pas les pensées les plus ouf. Depuis peu, je m'autorise à faire un peu de théologie pour montrer à quel point ça tourne dans mon cerveau. Mais j'exprime pas les pensées les plus ouf que j'ai, j'exprime les pensées de société. Parce que les pensées de société sont un petit peu les sujets qui font réagir d'une certaine manière. Je vais changer ça dans le sens où maintenant je vais m'exprimer un petit peu comme je veux. Parce que tous les sujets les plus fous et les plus en fait importants, hein, concrètement, pour moi, c'est les sujets les plus importants. Alors pourquoi ça ne serait pas pour vous? Eh ben, je les garde pour moi. Et donc là, j'ai envie vraiment de parler d'un truc, mais c'est d'une importance capitale, mais on s'en rend pas compte. Dans notre vie de tous les jours, on a des incompréhensions à cause de ça. Et ce dont je veux vous parler, c'est des 3 niveaux de lecture du langage d'une autre personne. On le sait, si on ne se comprend pas, c'est qu'on a tous un niveau de français différent. Une personne dans la rue va te parler avec des mots simples si elle n'est capable que d'utiliser des mots simples. Et si toi tu commences à utiliser un mot un peu plus compliqué, elle va plus te suivre et elle va essayer d'interpréter ce que tu dis en fonction de ce qu'elle connaît. Et la plupart des gens, les gens interprètent ce que tu leur dis en fonction de leur blessures passées, de leur joie passée, etc. Et en fait, ils ne font que projeter ce qu'ils ont vécu au travers de ce que tu dis. Ce que moi je veux partager, c'est que, bon déjà, si on veut bien se comprendre entre nous, un niveau de français décent est obligatoire. D'où le fait que je sois outré par le niveau des gens que je croise autour de moi. J'habite dans une région où clairement, le niveau des gens est assez bas, quoi, en termes de langage. Je dis ça en connaissance de cause, hein. Ayant travaillé 3 mois dans un magasin, je peux vous dire que j'en vois passer des gens. Et, euh, et, et alors, le niveau est pas très haut, quoi. Bon, ça c'est dit. On a plein de problèmes évidents. L'équiproquo. L'équiproquo, je dis quelque chose, ou les lapsus. Oh là là, mon Dieu, c'est terrible ça. Les lapsus, tu viens, tu parles comme ça, et au bout d'un moment, il y a une de tes pensées qui surgit dans ta parole sans que tu aies voulu. Et c'est terrible parce que ta pensée peut être complètement dissonante avec ce que tu dis. Si jamais tu essaies de démontrer quelque chose à quelqu'un, et bah, tu le démontres, tu dis alors, imagine que tu prends une telle personne, tu fais une image, tu inventes une histoire pour que la personne puisse comprendre au travers de ton histoire, tu lui inventes une métaphore. Et au moment où tu inventes une métaphore, toi tu as déjà la conclusion de la métaphore en tête. Et si à ce moment-là tu fais un lapsus, eh ben en plein milieu de ta métaphore, tu ramènes la conclusion. Et quand ça t'arrive, en fait, la personne en face, si elle est dans un état d'interprétation de ce que tu dis, tu peux être sûr et certain qu'elle va l'interpréter d'une manière complètement biaisée. Moi, ça m'arrive assez régulièrement parce que je veux parler de sujets qui sont trop profonds à des gens qui ne sont pas assez, qui n'ont pas assez poussé leur degré de lecture, et c'est le sujet de ma vidéo. C'est qu'est-ce que le degré de lecture du langage. Il y a beaucoup bah voilà, on se comprend pas dans la vie de tous les jours parce que la plupart du temps, on ne parle pas sur le même plan. Je m'explique. Vous savez que j'aime beaucoup ce cercle-là, qui est le résumé de l'alchimie, ou plutôt de l'être, et du savoir de l'alchimie en une figure. Cette figure-là, moi, elle me parle énormément et je travaille toujours autour parce que c'est quelque chose qui me, voilà, c'est quelque chose qui me parle à un point que comme quelque chose m'a rarement parlé en fait. On voit dans cette figure, il y a 3 cercles. Le premier qui englobe le chaos et la matière. Le deuxième qui englobe le triangle de l'équilibre et les formules alchimiques qui vont avec du mercure, du soufre et du sel. Et on a le dernier qui englobe le sceau de Salomon, donc l'étoile à 6 branches, symbole de l'équilibre entre l'ombre et la lumière. La plupart du temps, nous discutons dans le tout premier cercle, le cercle autour, le cercle de la matière. Parce qu'en fait, quand on parle, même la science malheureusement, la science
comme elle a pour point de référentiel uniquement le changement dans la matière, eh bien, elle a pour défaut de ne pas faire de suppositions sur ce qui peut se passer. En fait, c'est pas son rôle en fait de faire de suppositions. Donc un scientifique doit être au courant de ce que je dis, sinon, selon moi, il s'éloigne de la vérité. Donc le rôle de la science n'est pas de faire de suppositions sur ce qui se passe dans des sphères peut-être plus inconnues, plus élevées, plus métaphoriques, plus imaginaires, plus subtiles. Parce que l'imaginaire, eh bien, on le vit tous les jours. Quand on regarde quelque chose, dans la vraie vie, dans notre cerveau, il se passe exactement la même chose que quand on rêve pendant qu'on dort. Ça a été fait maintes fois par des IRM, tout ça, ça a été prouvé. Notre cerveau, constamment, rêve notre réalité consciente. Je suis en train de rêver de la pièce que je vois, et je suis en train de rêver de parler. Et pourtant, quand on rêve, eh ben, dans notre lit, quand on dort, tu vois, eh bien, on rêve aussi, et on vit aussi des choses. Donc en fait, il n'y a pas de différence de réalité entre le rêve que l'on vit quand on dort et le rêve que l'on vit quand on est éveillé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'imaginaire, le subtil, tout ça, a une réalité dans notre monde, dans notre vie de tous les jours, parce que nous sommes en train de rêver cette vie de tous les jours. Donc, si on est en train de rêver notre vie de tous les jours, alors, pour qu'on puisse comprendre cette vie de tous les jours, il va falloir inventer des symboles. Et des symboles, c'est quoi? C'est ça. Le symbole de ça, c'est une cuillère. Vous savez à quoi ça sert. Symboliquement, vous savez que c'est une cuillère. Et comme vous savez que c'est une cuillère, vous êtes capable de reconnaître d'autres cuillères parmi le fait que... sans savoir qu'à la base c'était une cuillère. C'est-à-dire, si je vois un objet, sans avoir vu cet objet, vous ne l'avez jamais vu. Et pourtant, vous savez que c'est une montre. Parce que symboliquement, dans votre cerveau, il y a un symbole qui a engroupé une famille d'objets qui est la famille des montres. Tout comme il y a la famille des cuillères, tout comme il y a la famille des tables, la famille des canapés, la famille des gens chelous. Et ces familles-là sont super importantes parce que quand on rêve, eh ben, notre rêve s'exprime en symboles. Donc tout ce que l'on voit dans le rêve, c'est des symboles. Quand on dort. Hein. Et ce qu'on voit dans la vraie vie, eh bien c'est comment on va construire les symboles. Ce qu'on fait dans la vraie vie, exemple. Si je décide qu'à partir de à partir de maintenant, ce sera une licorne, eh bien je pourrais déterminer des caractéristiques à ce truc-là. Et un jour, dans un de mes rêves, cet objet-là, avec toutes ses significations, va arriver dans un de mes rêves en mode salut, je t'envoie un message et je me casse. Tu vois? Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire quoi? Il faut comprendre que les dimensions du rêve, les dimensions de l'imaginaire, eh bien, elles ont une réalité propre dans le sens où nous, en tant qu'êtres, nous n'avons pas de réalité propre. Notre réalité propre est égale à la réalité d'un rêve. Et dans la mesure où nous n'avons pas de réalité propre, l'ego que je pense être n'est qu'une illusion d'un rêve que je fais et que ce rêve s'appelle ma vie, à un moment où je vais mourir, je vais sortir de ce rêve-là. Et je vais atteindre des niveaux de compréhension bien plus élevés. Mais la question est, est-ce qu'il est possible d'atteindre ces niveaux de compréhension bien plus élevés avant la mort, avant le réveil ultime, pour nous? Le réveil ultime pendant que tu rêves, pendant que tu dors, c'est celui du matin, celui du soleil, celui de ton réveil. Ça, c'est le réveil ultime. Et maintenant, il y a le réveil ultime de ta vie, et ça s'appelle la mort. Enfin, on l'a appelé la mort, hein, mais on a connoté ultra négativement, alors que ça se trouve, c'est pas du tout négatif, et je pense que ce n'est pas du tout négatif. On est donc maintenant sur la compréhension, si vous m'avez suivi, que tout ce que l'on vit n'est qu'un rêve. Et qu'à partir de là, on peut réussir à atteindre des niveaux de compréhension de l'ordre de l'imaginaire, et pas du scientifique, qui sont supérieurs à la compréhension que l'on a du monde quand on observe uniquement les matériaux de ce monde, c'est-à-dire le bois, la chaise, le feu, la terre, l'eau, l'air, tu vois.
Ça, c'est les matériaux. C'est ce qui compose le monde à un degré de lecture finalement assez bas. Parce que c'est le degré de lecture de nos sens. En fait, on se limite au degré de lecture de nos sens, alors que peut-être que ces sens-là renferment, les mêmes sens, hein, l'œil, les yeux, l'ouïe, etc., renferment des degrés de profondeur bien supérieurs. Et c'est pour ça qu'on a du mal à se regarder dans les yeux. On a du mal à se regarder dans les yeux, parce qu'au moment où je te regarde dans les yeux, il y a un échange qui se fait pas seulement au niveau de la matière. Parce que si tu regardes, si moi je te mets un œil, là par exemple, moi tu peux, au travers de la vidéo, tu peux facilement me regarder dans les yeux, il n'y a pas de problème. Parce que je suis pas en face de toi. Mais si jamais j'enlève la caméra et je te place là devant moi, et que je te regarde dans les yeux, tu vas avoir un gros malaise. Il y a une vidéo qui a été faite comme ça où un mec prend des inconnus et les met ensemble et les met en face et les fait se regarder dans les yeux. Et ben il se passe des trucs de fou. T'en as ils pleurent, t'en as ils sont super heureux, t'en as ils sont dégoûtés, t'en as ils se disent ah, c'est la pire des choses qui existent. Parce que quand on se regarde dans les yeux, il y a un échange qui se fait dans tous les degrés de l'existence. D'âme à âme. Bon, c'est pour ça qu'on dit que les yeux sont le reflet de l'âme. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où on comprend qu'il y a des degrés de lecture qu'on ne sait pas expliquer, mais qu'il faut savoir expliquer, qu'il faut savoir comprendre pour ne plus faire de quiproquo, pour ne plus arriver à ne pas s'entendre en fait quand on discute avec des gens. Eh bien parce que faut comprendre aussi que quand on discute avec des gens, moi par exemple je discute souvent sur le plan de compréhension juste au-dessus du plan de base de la matière. Le plan de base de la matière ne m'intéresse peu en fait, en final. C'est-à-dire que moi je discute au niveau du plan de subconscient, au niveau du plan de l'alchimie, au niveau du plan où quelle est l'intention qui t'a fait faire telle chose. C'est pas, tu sais, c'est quand les gens s'expliquent là en mode ah, j'ai pas réussi ça parce que si, parce que ça, en fait j'étais pas très motivé, à ce moment-là j'étais malade, etc. Tout ça c'est des rationalisations pour expliquer qu'au final il y avait une prédisposition en elle qui ne voulait ou qui ne pouvait pas faire ça. Eh ben, ces rationalisations-là, elles sont du premier plan, le plan inutile, le plan qui ne m'intéresse pas. Par contre, l'intention à la base, la chose à la base qui a fait qu'elle n'a pas réussi à faire ce qu'elle voulait faire, cette personne, ça m'intéresse. Donc je me place souvent sur le plan juste au-dessus, qui est le plan de l'alchimie, le plan intérieur par rapport à cette figure-là de l'alchimie. C'est le deuxième cercle, celui à l'intérieur, tu vois. Et ensuite, il y a un truc qui est vraiment fondamental. Le deuxième cercle peut être vu dans une optique scientifique, mais le dernier ne peut fondamentalement pas être scientifique. Le plan du sceau de Salomon, de l'ombre et de la lumière, du triangle vers le bas et du triangle vers le haut, qui s'entrecroisent pour donner le sceau de Salomon, ce plan-là ne peut pas être compris par une science pure. Il ne peut être compris que par un effort de langage et de précision et de rigueur dans le langage qui est impressionnant. Maintenant, venons-en aux mots. Il y a des mots qui sont valables uniquement dans certains plans, et des mots qui changent de définition en fonction des plans. Ça veut dire que si je discute dans la matière et que je parle du lion dans la matière, tout le monde va visualiser l'animal lion. Et si je parle du lion dans le plan du soi, du subconscient, de l'alchimie et des anges, si je parle du lion dans ce plan-là, je vais parler de toute autre chose. Je vais parler d'une fierté, je vais parler d'une force, d'un feu, d'une force flamboyante, forte, je vais parler d'une notion abstraite qui exprime quelque chose de réel et subtil et sensible. Sensible aussi. Parce que notre sensibilité s'élève en fonction des plans qu'on est capable d'atteindre, grâce à notre langage. Et si je vous parle maintenant de l'immanence et de la transcendance. L'immanence, c'est quoi ? C'est cet élan de vie venant de l'intérieur qui nous pousse à la croissance, de l'intérieur vers l'extérieur. On nous pousse à croître, à grandir. Et la transcendance, c'est cet éclair de vie qui nous vient de l'extérieur et qui nous change radicalement quelque chose à l'intérieur de nous. Ces deux mots-là, immanence et transcendance, n'existent pas dans le plan de la matière, n'existent pas dans le plan des anges, ou peu.
C'est-à-dire qu'on peut difficilement les utiliser et les comprendre dans le plan de l'alchimie, des anges, etc. Le deuxième, celui où je parle souvent, tu vois. Par contre, dans le dernier plan, le plus précis, celui qui parle d'ombre et de lumière, dans ce plan-là, les mots immanence et transcendance sont d'une définition extrêmement importante et précise. C'est même la base en fait de ce plan, immanence et transcendance. D'ailleurs, j'appelle souvent ce plan du Sceau de Salomon, je l'appelle le plan de la lumière et de l'ombre. Parce que j'aime beaucoup la manière qu'ont eu les philosophes arabes d'expliquer ça. Surtout Ibn Arabi dans son Wahidat al-Wujud, c'est-à-dire sa doctrine de l'unité, et pas du tout, c'est le Tawhid. C'est sa Wahidat al-Wujud, c'est le fait que tout est un, et que même chaque chose dans son existence est un avec Dieu, unique avec Dieu. Dans cette optique-là, dans un de ses livres, à un moment, il explique clairement par rapport à des passages du Coran, comme alors, c'est la sourate de la pureté, et dans cette sourate de la pureté, c'est Joseph qui parle, le prophète Joseph, et le prophète Joseph explique à des niveaux de compréhension vraiment très profonds ce que c'est que l'ombre et la lumière. Et alors, on comprend en lisant Ibn Arabi, qui a expliqué ça, Ibn Arabi, philosophe du XIIe siècle, que l'ombre et la lumière, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement profond et d'important à comprendre, et que les deux sont Dieu. Et que au plan le plus profond de l'existence, il n'y a pas de mal en fait. L'ombre comme la lumière sont Dieu. Et ça, c'est un truc incroyable à comprendre. Et par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est que l'ombre et la lumière, dans ce plan-là, ils ont un sens très très profond. Mais quand on prend l'ombre et la lumière dans le sens de la matière, eh ben, tout ce qu'on voit, c'est l'ombre d'une personne par rapport à la lumière qui est des rayons alpha venant du soleil. C'est tout. Et ce que je veux dire, c'est que la science n'est pas une valeur, et là je casse toute la religion de notre siècle, hein. La science n'est pas une valeur qui vous rapprochera de la vérité. La science vous rapproche de la compréhension d'un plan de la réalité. Un seul. Mais il y en a 3 des plans de la réalité. Et des plans de l'être en tout cas, parce que notre être est soumis à 3 plans qui sont subdivisés en 7 corps. Et tout ça, je pourrais l'expliquer dans une autre vidéo. Mais dans tous les cas, il y a 3 plans de compréhension vraiment importants à atteindre. Et tant que ces 3 plans-là n'ont pas été atteints, Spinoza, par exemple, a prouvé par sa philosophie, par sa raison, qu'il a réussi à atteindre le 3e plan. Le plan de l'ombre et de la lumière, du Sceau de Salomon, etc. Et ça, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de philosophes qui ont réussi à atteindre ce plan-là. Mais c'est pour ça que ce sont les philosophes les plus obscurs au final. Peut-être Kant, je n'ai pas lu de Kant, je ne connais pas Kant, mais Kant est quelqu'un qui est très obscur pour la plupart des gens. Je serais vraiment... Et en plus, on m'a dit qu'il a un respect profond de Dieu au point qu'il n'ose même pas en parler, en mettre des mots dessus, tellement que ce serait un affront. Et ça, quand j'entends ça, bon, je suppose que c'est pas exactement vrai, c'est pas exactement ça, mais quand j'entends ça, je pense que Kant a atteint aussi le 3e plan de compréhension du monde. Je vous laisse donc là-dessus. Ah oui, dernière chose. Est-ce qu'on peut atteindre par la raison uniquement, par la raison, c'est-à-dire la réflexion, les plans de compréhension les plus profondes? Je pense que non, dans le sens où, par la raison la plus efficace possible, il y a beaucoup de gens sur Internet qui ont une raison de dingue, hein. Moi, je parle souvent... bref, je ne vais pas donner de nom, mais... il y a beaucoup de gens qui ont une raison très développée et qui pourtant sont complètement contenus dans la matière et n'arrivent pas à sortir du matérialisme de base. Eh bien, pour moi, c'est juste c'est une preuve que la raison, en fait, plus tu la pousses à son paroxysme, plus elle te ramène à des paradoxes. Et ces paradoxes sont là pour te faire te rendre compte qu'elle n'est pas suffisante, que la raison n'est pas suffisante pour expliquer le monde. Et donc, en fait, la raison est très vertueuse dans le sens où elle te permet de t'élever en comprenant les limites de ta compréhension du monde et les limites de ce que tu peux dire et comprendre, quoi.
Donc quand tu parles à quelqu'un dans la rue, vous êtes constamment en train de jongler sur ces 7 corps et sur ces 3 plans de l'existence. Et vous parlez, et en fait vous êtes tous les deux dans votre monde, vous ne parlez qu'à vous-même, et pendant que vous parlez, de temps en temps, ça va créer un remous chez la personne, et la personne va répondre à ce remous-là, et c'est pas un vrai dialogue. La plupart des dialogues qu'on a dans la rue, ce ne sont pas des vrais dialogues. Je vous souhaite une bonne journée, et la seule réponse à cette vidéo, la seule conclusion, c'est que il n'y aura pas de compréhension entre humains tant qu'il n'y aura pas de capacité de ces humains à aller plus loin que la matière. Je précise aussi que pour les gens qui sont plus loin que la matière, vous avez aussi une certaine responsabilité, puisque vous êtes capable de comprendre ce qui se passe dans la matière, et vous êtes capable de comprendre en partie ce qui se passe dans les autres plans, parce que c'est toujours beaucoup plus dur de comprendre ce qui se passe dans l'imaginaire, dans le subtil, et puis encore plus loin dans la divinité du monde, disons-le ainsi. Vous avez une responsabilité que de parler aux gens bloqués dans la matière uniquement avec des mots qu'ils pourront comprendre en tant que personne bloquée dans la matière. Et je dis ça autant pour vous que pour moi. Parce que moi qui ai compris beaucoup de choses, je ne peux plus me permettre maintenant. J'ai fait du mal, voilà. J'ai fait énormément de mal. J'ai fait beaucoup de mal. Putain, ça m'énerve. J'ai fait du mal en parlant des plans divins et des plans de l'alchimie, c'est-à-dire des 2 autres plans qui ne sont pas de la matière, à des gens, et notamment à des filles, qui n'étaient pas capables de toucher avec leur sensibilité les plans les plus profonds. Et en faisant ça, j'ai fait beaucoup de mal. Donc c'est ma leçon là, c'est ma leçon personnelle. Fais preuve d'une... C'est même pas l'humilité, c'est juste fait preuve d'intelligence. C'est de la bêtise que de parler à des gens sur un plan différent du leur. C'est juste de la bêtise, il n'y a pas de raison de faire ça. Tu peux faire que du mal en fait. Et donc ouais. Donc l'humilité au final, elle arrive, c'est une évidence, je veux dire, c'est évident de parler aux gens dans leur langue, je veux dire, c'est... Bon, bref. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.